Le problème des planètes à deux soleils, c'est qu'il fait toujours plus chaud. Hein? On a deux soleils ici. Mais c'est pas un problème sur les planètes à deux soleils parce que les entités qui vivent sont habituées. Tout est relatif. Feu! Alors donc, je continue. Alors donc, l'amitié, c'est la possibilité qu'ont deux êtres humains, par le fait même qu'ils sont énergétiquement, disons, biologiquement, chimiquement, électroniquement, neuroniquement, cérébralement, doctrinalement parlant, constitués pareil. Bref, qui sont énergétiquement semblables. Et ils sont l'expression d'une intentionnalité similaire. C'est-à-dire que deux êtres humains ne sont pas sur le plan planétaire pour des fonctions différentes. Autrement dit, l'être humain a une raison d'être. Il y a une fonction à l'humanité. Il y a une fonction à l'existentialité de notre planète. Et il y a une fonction à l'existentialité du système solaire, de notre galaxie, de notre univers, de notre super-univers et en fin de compte de la création. Et l'être humain n'est pas, on l'a vu dans différentes conférences, n'est pas sur le plan planétaire pour plaire à des dieux qui s'ennuyaient. Il a peut-être été conçu à l'image et à la ressemblance d'une entité créationnelle, mais ce que l'être humain connaît de cette phénoménologie n'est rien. Lorsque l'homme s'adresse à des dieux ou à un dieu, il s'adresse à des constituants créés par l'homme à l'image et à la ressemblance de l'homme. Et ces constituants psychologiques conceptuels ont été placés dans une mémoire planétaire, le ciel, pour pouvoir supporter l'ignorance de l'homme pendant un laps de temps qui devrait s'échelonner sur quelques millions d'années. Alors, depuis l'époque du précambrien, en passant par toutes les époques que l'être humain a connues, nous en sommes venus, nous avons fait une transition de l'animal à l'animal humain, de l'animal humain à l'humain, certains appellent cela l'être humain, et nous devons continuer cette transition de l'être humain à l'être, c'est-à-dire à une individualité exprimée qui n'a pas besoin de s'identifier à elle-même par comparaison à l'extérieur pour avoir conscience d'être. Ce qu'est l'humain présentement, ce que j'appelle l'homme ancien et ce que j'appelle l'homme transitif. Il est bien évident que lorsque je parle d'homme, de femmes et d'enfants. L'amitié, c'est la relation qui existe d'instinct. C'est la relation qui existe entre les différents éléments d'un événement. C'est cela, l'amitié. Si l'événement n'allie pas les gens ou les choses, il n'y a pas d'amitié. Le maringouin a besoin de sang pour pouvoir se reproduire. Il doit donc piquer. Nécessairement, une amitié existe entre le maringouin et l'animal qui l'ira piquer. Si l'animal est un animal humain, c'est-à-dire un corps biologique qui comporte différents plans, dont un plan de conscience amique, psychologique ou mental, un être humain, il doit exister aussi une relation entre le maringouin et l'humain. Une relation qui sera l'événement, la piqûre, ou l'achalandage auditif. Maintenant, l'amitié doit exister, elle doit être capable de s'étendre de l'humain ami vers le maringouin. Cela n'empêche pas l'humain de tuer le maringouin, parce que l'humain est une condition biologique qui, adaptée au maringouin, prévoit, a une prévalence sur le maringouin, c'est-à-dire que l'humain a pour première fonction de rester en vie, et comme deuxième fonction, de rester en vie en santé. Ce sont des phénomènes de base. La survie du véhicule qui transporte l'amélioratif, l'évolutif, l'homme. Alors, lorsqu'un insecte, lorsqu'un animal, lorsqu'une plante, lorsqu'une roche, lorsque n'importe quelle condition événementielle s'approche d'un humain, celui-ci ne doit jamais investir plus d'énergie dans l'événement que l'événement demande. Autrement dit, l'exemple le plus évident, c'est lorsqu'une abeille, un thon rentre dans notre automobile, il ne pique pas, il n'a qu'une seule fonction, quitter l'automobile. C'est un accident, c'est-à-dire que l'automobile était à la mauvaise place au mauvais moment, ou bien le thon, l'abeille, la guêpe était au mauvais moment à la mauvaise place, et elle se retrouve dans votre automobile. Lorsque l'humain n'est pas un ami, ni pour lui, ni pour le reste de l'écologie, il sort un papier journal, il sort quelque chose, annihilé, sa conscience carrément obturée par la peur, il tue l'intrus. Il a peur d'être piqué. Alors que dans la réalité des choses, on ouvre des fenêtres, on s'arrange pour laisser l'intrus sortir. Ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas sa fonction que de mourir écrasé par un journal sur une vitre d'automobile, et ce n'est pas la fonction de l'humain non plus d'être piqué par cette chose. Cet être pique
pour se nourrir et elle ne mange pas de bébites aussi grosses que l'homme et elle pique pour se défendre. Ne l'attaquez pas, mais laissez-la libre. Donc, la relation amitié est une relation d'attitude de l'évolution de l'homme et c'est une des raisons, une des fonctions révélatrices de l'évolution de l'humanité. L'homme évolue d'une façon collective. C'est l'un de ses grands problèmes. L'évolution collective. C'est-à-dire qu'il se pose toujours la question, ouais, mais c'est pas parce que moi m'a changé que le monde va changer. Non. Mais le monde n'aura pas complètement changé si toi, tu n'as pas changé. Parce que tu en fais partie. Et d'attendre continuellement après l'évolution de la globalité de la collectivité, c'est d'attendre après l'ignorance. Parce que la collectivité a pour première fonction d'attendre après la collectivité. Donc, elle attend après elle-même, donc elle ne change pas. Les marginaux seuls changent les sociétés parce que la collectivité, après avoir hésité, après avoir refusé, après avoir voulu démolir, suit. Donc, il n'y a que le marginal qui fait évoluer les masses, et le marginal se doit d'être l'individu, et l'individu se doit d'être l'homme. C'est vous, l'individu. Et dans un langage plus précis, c'est toi, l'individu. Alors, on ne doit pas se demander si le reste va changer si nous changeons. Mais on doit savoir que si nous changeons, nous changeons. Et le reste, ça ne change rien. Ce n'est pas parce qu'un jour vous décidez de préserver les pissenlits que les conifères qui poussent dans les forêts vont permettre aux pissenlits de pousser. Leur condition biologique leur fait jeter des épines au sol, qui rend stérile la terre en dessous d'eux, et le pissenlit ne poussera pas. Alors, si vous vous dites, moi, j'écrase le pissenlit et je cesserai de l'écraser lorsque les conifères auront commencé à les laisser pousser, vous les écraserez toujours. La condition du conifère n'est pas la condition de l'homme, et entre les hommes, il y a des différences, et la condition d'un individu n'est pas tributaire de la condition de la collectivité si l'homme pense devenir son seul maître. Son seul maître, cela veut dire que la vie, la relation d'amitié va dépendre de ses conditions à lui, et non pas des conditions de l'extérieur. Les autres penseront que vous n'êtes pas des amis. Ça n'a aucune importance. Ce que vous faites est juste, intelligent, conséquentiel. Vous êtes un ami. L'ami n'a pas besoin d'être annoncé. Et si vous devez être accrédité par autrui pour penser que vous êtes correct, sachez que vous n'êtes pas correct. Vous n'êtes pas un ami envers vous-même, vous ne vous respectez pas. Vous ne pouvez vous respecter que si les autres vous respectent, d'où l'illusion de la farce. Être capable d'agir avec l'humanité. Être capable d'agir si l'on sait que notre action est conséquentielle. Être capable d'agir, s'il le faut, contre l'humanité. C'est cela, l'amitié. Alors l'humain peut penser que celui qui se décide à être correct, qui décide de travailler contre l'humanité, c'est dangereux. Non. Parce que s'il n'est pas conséquentiel, l'humanité travaillera contre lui, et l'humanité pourra le démolir, l'annihilera complètement. Adolf Hitler, tant qu'il travaillait pour l'humanité lui a permis d'être. Lorsque la division des races, lorsque les différentes nationalités avaient été éparpillées partout sur la planète Terre, pour obliger le mélange racial au niveau des sanguinités, de façon à créer des corps physiques qui seraient plus capables de supporter de l'intelligence, de façon à créer des corps physiques héréditairement plus solides. Lorsque cela avait été accompli, la guerre aurait dû cesser. Adolf Hitler ne pouvait plus comprendre, parce que la puissance du début avait été transformée par lui-même en pouvoir. Alors son pouvoir, il ne pouvait pas le perdre aux dépens de la souffrance de son ego. Alors il a voulu continuer la guerre. Alors nécessairement, la raison d'être de sa fonction étant maintenant terminée, accomplie, il a dormi un soir en Normandie, un soir où les Alliés débarquaient en Normandie et la guerre a été finie. Lorsque les choses se doivent d'être faites, elles se doivent d'être faites. Lorsque le président des États-Unis d'Amérique a été manipulé pour obliger les États-Unis d'Amérique à entrer en guerre pour faire cesser la guerre, il a permis que Guadalcanal soit détruit et que des milliers d'Américains meurent. C'était la seule façon d'obliger le peuple américain à entrer en guerre, parce que le peuple américain n'est pas un peuple de guerriers, c'est un peuple de constructeurs. Alors évidemment, lorsque
les îles, Pearl Harbor et tout cela a été, lorsque la grande majorité de la flotte américaine a été démolie dans le Pacifique, les Américains ont accepté la guerre. Lorsqu'une condition intelligente doit être appliquée, elle est applicable. Lorsqu'elle ne doit plus être appliquée, que l'homme le veuille ou non, elle disparaît. L'amitié, c'est un peu s'allier. Aux forces d'évolution, c'est un peu s'allier. Aux forces de la vie, aux forces d'amélioration, c'est-à-dire à ce qui permet à l'être humain de se dissocier de plus en plus de la limitation imposée par la matière. L'alimentation, la vestimentation, la santé, le corps. Lorsque l'homme arrive, par le biais de l'amitié, à engendrer un écosystème planétaire convenable, il fonctionne. Envoyer des richesses et des vivres dans des pays développés est une aberration contre l'amitié. Parce qu'on éduque les gouvernements à continuer à terrasser les peuples, les gouvernements peuvent s'enrichir, les autres nations s'occupent de leur population. On doit laisser crever les populations, et lorsqu'elles seront écœurées de crever, elles vont renverser le gouvernement et instaurer un gouvernement qui sera adapté à ce qu'ils ont besoin. Ça, c'est de l'amitié, parce qu'on permet à un peuple qui est en voie de sous-développement d'arriver à stagner pour par la suite commencer à évoluer, c'est-à-dire à améliorer sa condition. Alors l'être humain n'a aucune idée de ce que c'est que l'amitié. Cesser de nuire, c'est déjà le premier pas pour aider. Et ça commence dans nos propres foyers. C'est une difficulté de réaliser cet objectif-là, parce que finalement, ça prend énormément de discernement. Ça ne prend pas de discernement, ça prend de l'anégoïsation. C'est-à-dire que l'être humain a été éduqué à aider. On ne doit pas aider. On doit accomplir des choses, mais on ne doit pas aider. Si j'aide quelqu'un, je sais que j'aide. Si je sais que j'aide, je ne suis pas humble dans mon aide. Je sais que j'ai aidé. Alors j'attends un remerciement. J'attends une accréditation. J'attends un sourire. J'attends au moins de savoir que ça lui plaît. Donc, j'aide pour le têter. J'aide pour que ça lui plaise. Si ça lui plaît pas, je suis frustré. Je te donne un cadeau, tu le développes. Tu dis, ah merde, un autre bibelot pareil. Merci, l'intention est bonne. Poubelle. C'est parfait. Le jeter devant, le jeter après. Je le jette. Mais l'autre me l'a donné, pas parce qu'il est mon ami, parce qu'il a besoin de sentir qu'il rend les gens heureux, parce qu'il a appris qu'il devait rendre les gens heureux, parce qu'il a appris qu'il serait heureux en rendant les gens heureux. L'entraide internationale actuellement est un peu de ce genre de calibre. Oui, tu peux t'entraider internationalement pour aller taper sur la tête de certaines choses internationales, comme le terrorisme. Mais tu ne peux pas t'entraider pour nourrir les peuples du terrorisme. À certains moments donnés, lorsque les Russes ont envahi l'Afghanistan, les Canadiens ont boycotté les autos Lada. Alors j'ai un de mes amis avec qui je travaillais, qui est un syndicaliste hyper converti, et il a dit que c'était stupide parce qu'on privait de travail des milliers de Russes qui n'ont rien à voir avec le gouvernement soviétique qui a envahi l'Afghanistan. Je suis d'accord avec lui. Mais on va changer les idéologies, s'ils ont à être changées, que par les voies du changement. Ce n'était pas à l'Angleterre de venir révolutionner la France. C'était aux Français de créer la Révolution française lorsque les Français en auraient besoin, lorsque ce serait le temps. Donc, on n'avait pas à s'en mêler. Lorsque les États-Unis d'Amérique ont signé leur indépendance, ce n'était pas parce que la Pologne s'en est mêlée. C'est parce que les États-Unis d'Amérique étaient sur le point d'être capables de supporter l'indépendance, alors ils l'ont décidé. Lorsque tu rentres dans un pays comme les Soviétiques sont entrés en Afghanistan pour les délivrer, et le premier Afghan venu disait « Félicitations, venez nous sauver ». Mais de quoi? C'est le problème. Lorsqu'on veut aider, souvent on veut aider l'autre. Mais l'autre, l'aide que tu lui apportes, est-ce que c'est de l'aide? Souvent on aide les enfants et on leur nuit. Souvent on aide les voisins et on leur nuit. Tu sais, la personne qui a de la misère à monter ses paquets d'un escalier, laisse-la forcer un peu. Elle va se renforcer. Ouais, mais c'est une personne âgée, c'est ça. Donne-lui toute la condition événementielle, le cadre, pour qu'elle s'affaiblisse, qu'elle devienne indépendante à jamais du reste de l'humanité. Et là, on pourra dire que c'est de l'âge d'or. Là, elle a besoin d'une personne de traverser la rue. Là, elle a besoin d'une personne de monter son petit paquet. Là, elle a besoin d'une personne de faire ses commissions. Là, elle a besoin... C'est écœurant. Alors, une personne qui a toujours fonctionné, lorsqu'elle prend sa retraite, on décide que maintenant, elle a besoin de nous autres. Alors, on crée des services. Non, on l'a servi. Pas pareil. C'est pas d'amitié, ça. Oui, mais bon, je connais une personne qui est handicapée. Thrombose cérébrale. Alors, effectivement, elle marche lentement, elle a de la difficulté à monter un escalier. T'as laissé aller.
Qu'elle n'aide des misères un petit peu. Elle est heureuse là-dedans. Mais quand t'es toujours comme une mouche à marde autour d'elle pour essayer de l'empêcher d'avoir des problèmes, comment tu penses qu'elle vit sa condition d'humain? Elle vit plus. D'ailleurs, les handicapés l'ont dit souvent. Notre premier handicap, c'est les autres. C'est les normaux. Crème, t'essayes de monter un trottoir avec ta chaise roulante, là, qui est poussé. Comment tu vas apprendre à la monter? Tu peux pas. Quand c'est un escalier de 8 marches, là, c'est évident que t'as beau te pratiquer bien gros, tu monteras pas. Là, c'est correct. Il y a plein de choses comme ça. Et les handicapés ont appris que lorsqu'une personne allait leur dire « Avez-vous besoin d'aide? » Ben, ils ont appris qu'il fallait qu'ils disent oui. Parce que s'ils disaient non, je serais carrément l'autre. Puis le problème qu'il y a, c'est souvent la personne qui veut aider. Parce qu'elle a le concept qu'elle doit aider, elle nuit. Je sais pas si tu as déjà vu une chaise roulante se faire renverser par 2 personnes qui voulaient l'aider à monter. Alors que l'handicapé avait besoin de personne. C'est un peu comme la vieille qui est aveugle, tu sais. T'apprends, bon, vous êtes à traverser la rue. Non. Oui. Rendu là de bord, t'as laisse là. Là et là. Merde! Je voulais pas traverser! Hey, tu l'as aidé. Ouais, là, maintenant, il faut qu'elle traverse. Elle voulait pas traverser, elle s'en allait par là-bas, elle. Toi, tu l'as aidé à traverser. Tu sais, c'est plein de conneries. Oh, on exagère, on s'amuse. Mais l'amitié, c'est d'être disponible. Hein? Être disponible, ça veut pas dire être vendu. Ça veut pas dire être au-devant des problèmes des autres. Ça veut dire que tu es là. Tu n'es pas là en attente qu'il te téléphone. C'est pas ça être disponible. J'ai besoin de toi. Oui, ça veut simplement dire que quand il téléphone puis t'es pas là, t'es pas là. Quand il téléphone puis ça te tente pas de répondre, tu réponds pas. Tu sais pas que c'est lui. Ouais, mais c'est peut-être ma mère qui a des problèmes. Puis, si tu seras pas là, elle n'aurait pareil. Si tu veux dormir, tu dors. C'est ça, être un ami. Parce que tu commences par toi. Parce que sinon, tu n'arrives pas à être dans une condition humaine adéquate pour devenir fonctionnel. Imaginez-vous bien que si vous passez votre temps à aider les autres et à vous altérer au point que vous avez besoin d'aide des autres, ben on s'en sortira jamais. Moi, je suis ici, j'aide machin. Machin, il aide bidule, bidule, il m'aide moi. Moi, je peux pas m'aider, je suis trop pogné à l'aider lui, donc j'ai besoin de bidule. Bidule, il peut pas s'aider, il est pogné à m'aider, donc il a besoin de machin. Puis machin, mais tellement pogné à aider bidule qu'il a besoin de mon aide. C'est ça, la société. Alors moi, je décide que je m'organise. Toi, là, je t'émerde. Je m'organise. Ah, évidemment, c'est chien. C'est pas chien. Parce que là, bidule, il aura plus besoin de m'aider. Il va pas se prendre en main. S'il se prend en main, il libère machin. Et machin va se prendre en main, il aura plus besoin de moi. On va être toi, intelligent, heureux, sa planète. Alors là, on va marcher quelque part, on va se rencontrer. T'sais, mon auto est pris dans la neige, la tienne n'est pas prise dans la neige. Mais c'est intelligent, c'est écologique d'aider un voisin à sortir. Pas au nom d'une morale quelconque, au nom du fait que la souffleuse, elle va mieux passer. Au nom du fait que le gars va arriver à son travail à l'heure. Au nom du fait qu'il n'y aura pas de chicane à sa femme. Au nom du fait qu'on va arrêter d'instruire une société à être malade. C'est la femme est nerveuse, le bonhomme il marche plus. Au nom du fait qu'en arrivant à l'heure, il permet à du monde de vivre. Il permet à une société de tourner. Au nom du fait que c'est intelligent. Oui, il y en a qui investissent, ils disent, oui, mais si j'aide quelqu'un, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va m'aider. Ça, c'est stupide de penser comme ça. C'est stupide. Moi, je pousse parce que si un jour, tu sais, je prie, on va me pousser. Maintenant, j'ai un Jeep, je pousse plus, parce que jamais on aura besoin de me pousser. L'humain fonctionne très rapidement comme ça. Exactement. C'est pas long qu'il marche comme ça. Ça n'a rien à voir. C'est une condition sociale. C'est une condition sociale. C'est un peu comme tu écrases pas une fourmi. Peut-être qu'un jour, elle m'écrasera pas. T'sais. Mais il y a une espèce de bébé qui passe qui bouffe la fourmi. C'est écologique. T'as pas à les écraser. Si tu les vois pas, tant pis. Avec, elle va pas être là. Mais si tu les vois, tu t'écrases pas. La bébite, elle s'est bouffée par un autre bébite qui s'est bouffé par un oiseau. L'oiseau se fait bouffer par un aigle. Puis l'aigle, ben, à un moment donné, il va dans ta cour. Il est vivant, l'aigle, parce qu'il a bouffé des trucs qui a bouffé la fourmi. Puis dans ta cour, à un moment donné, il y a un rat qui sort, qui a la peste, qui meurt là. Toi, tu peux sortir, ou t'as ton enfant qui peut sortir, mais l'aigle descend, il mange des trucs morts. Il ramasse le rat, puis il s'en va avec. La fourmi, elle a permis à un aigle de venir bouffer le rat chez vous, puis t'empêcher d'avoir la peste. C'est ça l'écologie. L'humain va dire, ouais. C'est ça l'écologie.
C'est pas grave de mettre une molécule de plus d'acide nitrique dans l'air ou d'acide sulfurique, tu sais, d'anhydride. Quand il pleut, ça fait de l'acide sulfurique, ça tombe à terre, rien là. Sauf que lentement, les eaux deviennent acides, les œufs des poissons peuvent pas éclore là-dedans, les alvéoles ont des problèmes, fait que lentement, ben, les poissons meurent. Puis après, les eaux qui bouffent. Oh ouais, les eaux meurent aussi, mais à un moment donné, on se ramasse avec un écosystème hors société qui devient stérile, et c'est celui-ci qui permet à la société, aussi orgueilleuse et fermée soit-elle, d'être. Ah, ça crée un problème. Alors, autant être l'ami de l'ami. Qu'est-ce que c'est que les petites choses? Un jour, à cause d'une roche, un clou a été perdu. À cause d'un clou, un fer a été perdu. À cause d'un fer, un cheval a été perdu. À cause d'un cheval, un cavalier a été perdu. À cause d'un cavalier, la guerre a été perdue. C'est ça, les petites choses. C'est bien ridicule. C'est ça, un écosystème. Le patron, qu'est-ce qu'il fait le patron au niveau de ses employés? Ben, il paye ses employés? Non, c'est faux. Les employés travaillent et ramènent de l'argent à la compagnie. Et les employés en donnent partout au patron, donc les employés payent le patron pour que le patron leur dise de travailler plus vite. Je pense. Ça, c'est le point de vue du syndicat, mais ils ont raison. Finalement, le patron, il loue le temps des autres. Sauf que les employés sans patron ne travaillent pas. Ils sont pas capables de gérer, ils sont pas capables d'investir, ils sont pas capables de risquer, ils sont pas capables d'avoir des ulcères à l'estomac au bout de la job. Eux autres. Eux autres, quand ils partent de la job, là, ils oublient tout. Ils sont pas capables. Alors, il y en a un qui doit payer pour ça. Il y a un humain qui est mandaté. Sa fonction, c'est de partir et d'ouvrir une entreprise. Parce que sans boss, tu sais, il n'y a pas de société. On beau chioler, on beau syndicaliser, mais il y a un problème. Sauf que le patron, lui, c'est comme le roi. Le roi, il envoie ses armées pour ramasser ses impôts. Mais si tu tous ces paysans, il n'y a plus personne qui cultive. Le roi, il est pas fort. Le paysan crasseux, là, qui pue, là, que tu peux avoir dedans ton royaume. Tu sais, yark. Sans lui, tout ça puer sera pas là. Parce que le savon, c'est lui qui le fabrique. L'argent, c'est lui qui le fait. Tout au complet. C'est ça, l'écosystème. Alors, à un moment donné, je rencontre un commerçant. On va faire de l'équitation. Alors, on fait de l'équitation, et puis en sortant de là, je demande au gars, j'essaie avec le propriétaire du ranch. Puis quand on a eu fini, ben le gars fait de l'argent avec nous autres. Il nous louait ses chevaux. Bon, il y en a de la clientèle. Nous, on se servait du ranch pour faire des choses. Pour instruire des individus à cellulariser des cours qu'on donnait ici à la vie. À un moment donné, viens me voir, tu sais qu'un client, c'est important, sacre bleu, parce que tu sais jamais à travers des 100 clients qui viennent, lequel qui est le client. C'est pas juste ça, c'est qu'un client, c'est un être humain. Tu travailles avec de l'humain avant de travailler avec de la matière. Si ton client, il est heureux, il est heureux. De toute façon, t'empêches une chicane familiale, tu crées un divertissement, toi, tu fais de l'argent, tu fais rouler l'argent, tu fais rouler l'économie, tu fais rouler tout. En tout cas, c'est un système très, très compliqué, tellement complexe que l'humain finit par plus vouloir le voir. L'amitié sur la planète Terre, c'est la relation instinctive entre deux humains. C'est la reconnaissance qu'un humain offre à un autre humain. À un moment donné, l'amitié, il faudra l'étendre à l'extra-humanité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, veut pas, il y aura d'autres choses que des humains. Il faudra que l'humain sache qu'un ami, c'est pas juste c'est une condition énergétique, c'est pas juste le fait que tu es humain. L'autre, il tient pas de la planète Terre, ben, il y a le viarc. Ben non, parce que présentement, disons, c'est plus miam, là, les deux viennent de là, là. Ils viennent polluer avec le multiverso, l'ozone de la planète, on les adore, bon. Donc, l'amitié, c'est une condition essentielle à l'évolution de l'humanité. C'est une condition essentielle pour la simple raison que tous les humains sont reliés ensemble. Autrement dit, vous travaillez tous pour la même cause. Que l'on connaisse la cause ou pas, ça change rien. Ça ne change rien, on crée des attitudes. Tu places des boulons sur une auto de la compagnie Ford. Tu places des boulons, tu croches, pas grave, t'achètes GM. Sache qu'il y a un cave chez GM qui pose ses boulons, croche lui aussi. Fait qu'à un moment donné, tu te promèneras dans un char GM qui perdra ses roues, puis ça sera parce que toi t'en poses tes roues. Oui, mais si je les pose bien chez Ford, le cave va continuer à les poser mal. Oui, mais on crée une attitude sociale qui fait que dans 10 ans d'ici, il n'aura plus de cave. Ouais, mais moi, être mort, moi, ça change rien. Tu vas être mort. Il y aura tes enfants qui vont être là, c'est pas grave. Mais il y aura leurs enfants à un moment donné, puis c'est pas grave. Puis il y aura leurs enfants à un moment donné qui sera peut-être toi. Là, peut-être ça sera intéressant. Il y a eu un bout de temps, quand l'être humain était relié à l'instinct, à l'instantanéité, il pensait à laisser à ses enfants des conditions sociales intéressantes. Aujourd'hui, il pense de moins en moins. Oh, on laisse de l'argent, on laisse une maison ou deux, mais on se fout du cadre dans lequel ils vont vivre. Mais on va revenir dans ce cadre-là à un moment donné. Donc, l'amitié familiale, c'est quoi? Il faut absolument, c'est bien simple, ça demande un peu d'habitude.
Faut cesser de s'appeler Minou, Pitouche, Patoche, Cossin, Bidule, en tout cas, des cossins comme ça. Pour la simple raison que l'être humain a un prénom. Et le prénom, c'est une vraie folie, parce qu'on a un nom, puis on a un subnom. Ou un su-nom. Le nom important, le nom de l'onde de forme, le nom important, c'est le prénom. Ton nom, c'est Daniel. C'est pas Dan, c'est pas Chose, c'est pas Dupit, Daniel. Et c'est une vraie farce. D'ailleurs, ici au centre, quand des personnes s'inscrivent, on demande Daniel Bolduc. On demande leur nom, ils nous disent Bolduc Daniel. On les regarde avec un air que si on aurait diffusé à place des yeux, il serait pas long feu. Alors, ton nom, c'est Daniel. Dans l'ordinateur, c'est Daniel Bolduc. On cherche dans D, pas dans B. Bolduc, c'est le nom de la lignée collective, c'est la famille. Les enfants doivent t'appeler Daniel. C'est ton nom. Pas papa. Papa, c'est une collectivisation totale de toute l'entité patriarcale de la famille. Tu peux pas avoir un ami. Maman, c'est le même phénomène. Allez, non. Porte le nom. Les enfants ne doivent pas avoir de déformation de nom. Ils ont un nom. On les appelle par leur nom. On crée une relation d'amis. Mais une relation d'amis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et dans le couple, pour cimenter un couple, c'est mauditement important d'être des amis. Le mariage, c'était intéressant. C'est un pacte dans la matière d'une signature ou d'un pacte dans l'énergie. L'énergie astrale, psychologique, l'énergie vitale, l'énergie physique. C'était important de signer mémoriellement sur tous les plans le mariage, c'est-à-dire de sceller le fait qu'un homme et une femme s'entendaient pour mourir l'un à l'autre. C'est ça le mariage. Et en mourant l'un à l'autre, ils renaissaient en tant qu'une entité. T'avais plus l'homme, t'avais plus la femme, t'avais le couple. Sauf que, aujourd'hui, dans les temps actuels de l'évolution améliorative de l'humain, il ne peut plus mourir l'un à l'autre. Ils doivent maintenant redevenir des entités. Regardez ceci. Il y a eu un temps où l'être humain était hermaphrodite, c'est-à-dire qu'il était capable de se diviser lui-même, donc il s'auto-engendrait, c'est-à-dire qu'il était capable, il ne ressemblait pas à ce qu'on est là. Mais comme les cellules se divisent en se scindant en deux, on a l'hippocampe qui est hermaphrodite, on a les vers de terre, hein? On va dire c'est pas génial, mais en tout cas les animaux qui sont hermaphrodites. L'humain avait la faculté de s'auto-procréer. À un moment donné, il y a de cela quelques, disons, 75 millions d'années, l'être humain a commencé à se servir de l'énergie de reproduction, la vie, l'énergie sexuelle, c'est une forme, l'énergie yin-yang et aminale, c'est de se servir de la vie, pour développer un centre laryngé lui permettant d'avoir une élocution, développer le verbe, la parole, et pour développer non plus l'archéocérébellum, le vieux cerveau, mais un néocérébellum, un nouveau cerveau, qui se scindrait en deux hémisphères cérébraux, reliés par un hippocampe, un corps calleux, et ayant une programmation neuronique lui permettant de supporter l'association mémorielle logique qui a amené à l'humain l'intellect, et lui permettant de supporter une conscience, émotive pour commencer, mentale et supramentale par la suite. L'être humain, lorsqu'il a vu cette division énergétique se scinder, c'est-à-dire qu'une partie est restée au niveau de la reproduction et une partie est montée au niveau laryngé cérébral, il n'avait plus la puissance énergétique pour se reproduire. Nécessairement, les sexes sont apparus, c'est là que la jeunesse commence, et on a eu une sexualisation des corps pour finalement en arriver graduellement à l'état de mammifère qui engendrait évidemment l'humain d'aujourd'hui. À l'époque, l'humain pondait des œufs, l'œuf était solide et le bébé éclosait. À un moment donné, l'humain pondait l'œuf et l'œuf éclosait de suite, donc il était ovovivipare après avoir été ovipare. Certains serpents sont encore ovovivipares. Et aujourd'hui, le mammifère, qu'est-ce qu'il fait? Il sort l'enfant et il pond l'œuf après. Étant donné que, évidemment, l'œuf n'a pas besoin d'être protégé de l'extérieur, on appelle ça le placenta. Bon, mais l'œuf est là quand même, et l'œuf sort après. Dans certains cas où on a des petites erreurs, c'est pas on jette le bébé et on garde la suite. Hein? Bon. Pour ça qu'il y en a qui sont pas fités. Bon. Donc, on a cette évolution. On en est rendu à la sexualisation et on peut constater au Québec que de moins en moins les jeunes veulent avoir des enfants, mais ils adorent les enfants. C'est normal parce qu'ils vivent une condition qui demande plus longtemps de développement neuronique et laryngé, ajustement de la parole et mutation neuronique, ce qui oblige évidemment une quantité d'énergie sexuelle plus grande à s'en aller là. Pour la femme, elle la conservera dans elle devra donner un peu moins d'affection à un enfant, donc elle va préférer ne pas avoir d'enfant ou attendre. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que de plus en plus l'être humain doit se rediriger vers l'individualisation au niveau de l'amitié, au niveau des plans énergétiques, parce que de l'individu, on est passé à la sexualisation des couples, et lorsque l'être humain dans l'Antiquité se fusionnait par le mariage pour devenir un, c'est qu'il s'arrangeait au niveau du plan évolutif
pour évoluer en tant qu'un individu, comme l'individu évoluait à l'époque lémurienne, donc à une époque antérieure à la nôtre, et comme l'individu va évoluer dans l'époque, nord-américaine qui s'en vient, c'est-à-dire une époque où on aura disons, un phénomène évolutif extrêmement différent de ce que l'on connaît présentement. D'accord? Alors donc, présentement, l'être humain, le mariage, c'est un concept intéressant, qui dans l'Antiquité était hautement intelligent et hautement utile, parce que l'être humain, dans sa division, l'être humain n'arrivait pas à supporter son individualité, alors il se fusionnait ensemble par des mécanismes théologiques, de façon à signer dans différents plans le fait qu'ils se fusionnaient pour être un. Maintenant, aujourd'hui, l'être humain évolue d'une façon individuelle, donc l'être humain n'a plus la nécessité, dans la majorité des cas, d'être un. Alors, le mariage devient une chose qui n'est plus nécessairement nécessaire. Et on peut se rendre compte que dans la majorité des couples non mariés, la durée de vie du couple est beaucoup plus longue que dans la durée de... Religieux. Religieux, oui, mais de moins en moins. Beaucoup plus social. Bon. Alors, le mariage, très intéressant, drôlement utile. Sauf que de plus en plus, l'être humain s'individualise. Donc, il recherchera dans le couple beaucoup plus souvent l'amitié que le concept idéologique du couple. Alors, on peut être amis dans un couple. Nos enfants ne sont pas nos enfants, ce sont des enfants pour l'instant, au niveau de la forme biologique et de l'expression de l'intelligence par l'imitation neuronique et endocrinienne. On doit avoir une relation d'amis, donc ils ne peuvent pas être nos serviteurs. On ne peut pas être leurs serviteurs. On peut s'échanger des relations, donc des services. On peut s'échanger des énergies, donc de l'affection. On peut faire bien des choses, comme avec des amis. Et la relation entre l'homme et la femme, c'est le même phénomène. Ils s'engueulent, ils s'astinent tout le temps. S'ils décideraient de vivre en tant qu'amis, et souvent ils vont le dire, OK, on va se séparer, mais on va rester de bons amis. Ben, c'est la sainte preuve qu'effectivement, une fois mariés, tu tues l'amitié. On était amis, on vit ensemble, puis ça marche plus. OK, on va se séparer, puis on va rester de bons amis. Et il se trouve que souvent, s'ils acceptent d'être de bons amis, ils peuvent vivre de l'amitié. C'est ça, l'amour intelligent. Mais c'est pas nécessaire de se séparer pour être amis. Sauf qu'il faut accepter bien des conditions. Dans un couple, la condition principale et primordiale, c'est que chacun ait sa chambre. Extrêmement pénible, oui. On commence avec chacun son lit. Ça l'aide déjà à mieux dormir. Ça l'aide déjà à régler les problèmes et effectivement avoir chacun sa chambre. On va dire oui, mais économiquement, on peut pas. Donc, on le fait pas, c'est tout. J'explique des principes. Mais on doit être capable de s'arranger pour ne pas devoir à quiconque. On échange des énergies. Certains, oui, mais il faut qu'on commence à tout calculer. Oui, échangeons intelligemment. Mais qu'est-ce qui arrive de l'enfant qui naît de deux personnes qui étaient amies? Qui s'en occupe? Qui va prendre la responsabilité de ne pas travailler ou enfin? Les deux n'ont qu'à s'entendre. L'enfant, lui, ne souffre pas du problème tant qu'on l'instruit pas qu'il y a un problème et que c'est bien grave qu'il en souffre. Mm-hmm. Il sait pas qu'il y a de problème. Ça, il va dire à un papou qu'il souffre bien gros de power de transistor. Ben, effectivement, tu peux lui montrer souffrir. C'est peut-être pas un problème au niveau de l'enfant, mais un problème au niveau de l'adulte. Oui. La seule chose qu'il y a, c'est que lorsqu'un enfant vient au monde, on ne crée pas un enfant au niveau émotif, on crée un enfant par intelligence. On doit savoir qu'est-ce que l'on fait. L'enfant est une troisième personne qui vient manipuler la liberté, le libre arbitre de la famille. Et l'enfant, on doit s'en occuper. Qui va s'en occuper? Ça, c'est à vous autres de régler ça. C'est pas à moi de dire qui c'est qui va faire quoi. Chose certaine, c'est que l'enfant est une entité à part et qui doit être, évidemment, éduqué. Pour élever, hein, on n'élève pas un enfant, on l'éduque. Puis on l'éduque comment? En lui laissant faire son expérience. En le paramétrant. On a déjà fait des conférences sur l'enfant nouveau puis sur l'éducation aussi de toute façon. Alors donc, l'amitié doit apparaître. Entre les couples, on doit s'appeler par nos prénoms. On doit avoir une relation d'amis. C'est-à-dire qu'on doit permettre à l'autre d'être lui. Hein? J'ai déjà expliqué que dans l'amour, on ne se respectait plus. Ton meilleur ami, tu le respectes. Alors, tu vas aller au vu, il te dit oui. Quand tu viens me sortir, il t'appelle, il dit qu'il peut plus s'étendre plus. Parfait. Si t'es un ami, si c'est un ami, tu dis OK, ben c'est correct. Mais si c'est ton conjoint qui change d'idée, alors là, ça marche plus. C'est ça le problème. Traite-le donc comme un être humain. Pas comme un conjoint. Tu sais, c'est ma douce moitié. Ouais, un rude souvent. Mais c'est pas ta moitié. Toi, t'es une entité à part. T'es une entité complète. Et il y a de l'intelligence de s'allier. Que, même si c'est juste sexuellement, énergétiquement ou financièrement, il y a de l'intelligence de s'allier. Sauf que tu restes un être à part maintenant. Dans l'Antiquité, l'humain était un demi-être. Alors, effectivement, il recherchait. Mais remarque que dans l'Antiquité, on ne choisissait pas autant. Mais aujourd'hui, on est rendu sélectif, on nous dit. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus besoin. La femme a de moins en moins besoin de l'affection de l'homme parce qu'elle est capable de se supporter. Alors, évidemment, elle choisit, tandis qu'avant, elle ramassait n'importe quel gros bras.
L'homme, c'est pareil. L'homme ramassait n'importe quelle paire de fesses. Mais aujourd'hui, je commence à choisir. Pourquoi? Parce que de moins en moins, il y en a besoin. Certains en ont encore énormément besoin, mais de moins en moins, les humains nord planétaires les autres en ont de moins en moins besoin. Alors, nécessairement, ils sont plus sélectifs. Et c'est intelligent et correct. Donc, dans le couple, on doit se dire, c'est OK, on divorce. Toutes les couples ici présents ce soir, vous devriez divorcer. Mais pas légalement. Oubliez le mariage. Et décidez que vous restez ensemble parce qu'on est deux amis. Et on partage les mêmes choses parce que c'est intelligent. On partage le même genre de vie parce que c'est agréable. On est deux amis. Alors, j'aurai peur de te perdre et je considérerai comme étant normal que tu fasses ce que tu veux. Alors, finalement, je n'aurai plus peur de te perdre. Je te respecterai en tant que ce que tu es et non pas en tant que ce que je t'oblige à être pour moi. Tu deviens mon ami. Alors, si tu es mon ami, on peut camper ensemble, on peut voyager ensemble, on peut aller voir deux vues à deux places différentes, on est libre l'un de l'autre. On n'est pas pognés. On n'est pas attachés, on est libre l'un de l'autre. Ouais, mais là, on a qu'un enfant. Tu vas voir cette vie-là, moi, je vais voir cette vie-là, puis on va amener l'enfant tous les deux. L'enfant, c'est pas un bidule, pas un jouet. Alors, l'enfant, demande-lui donc ce qu'il veut aller. S'il veut pas y aller, qu'il y aille pas, puis s'il veut aller, il choisira. Simple. Ben simple. L'enfant, c'est un ami. T'obliges pas ton ami de venir avec toi. C'est un ami. Tu l'obliges pas. Sauf que tu peux expliquer à un ami, hein, moi, j'ai des amis qui ont 8 ans, qui ont 6 ans. Alors, évidemment, quand il y a des choses dangereuses, je leur explique. Et si je sais qu'ils ne peuvent pas comprendre, je mets une certaine forme d'énergie. J'éduque. Je deviens un pédagogue. Mais je ne suis pas un maître pour autant. Je suis un ami. Alors, si tu es chaud, sous, tu ne peux pas savoir que si tu prends ton automobile pour entrer dans une soirée de verglas, que tu peux te tuer ou tuer des gens. Je suis ton ami, je dégonfle tes pneus. Je vais le tacler, j'ai fait quelque chose. Mais c'est pas parce que je suis le boss, c'est pas parce que hey, là, c'est moi qui décide, il va faire ce que je veux. Non. Alors ta femme, qu'elle fasse ce qu'elle veut. Ton mari, qu'il fasse ce qu'il veut. Tant que ça rentre dans un cadre de sécurité humaine. Et c'est quoi le cadre de sécurité humaine? C'est là que l'émotion rembarque. Oh ouais, mais c'est pas normal qu'il fasse ça. Non, mais parfait, tant mieux. Normal, c'est faire comme tout le monde. C'est normal de fumer, hein? C'est de moins en moins normal de fumer. Pas normal, ça se fait pas. Ça se fait, la preuve, il le fait. Alors, les libère. Cesse d'aimer, cesse de posséder. Et lentement, l'humain se dirige vers l'amour intelligent, vers l'amitié. L'amitié, ça permet à deux êtres complets de rester complets tout en se côtoyant. Tandis que l'amour sélectif, l'amour psychologique de l'homme ancien, qui est encore vécu par la personne transitive, ça oblige deux êtres globaux à faire des compromis pour arriver à vivre une relation. Ce qui est ridicule. C'est simple, je le dis souvent, c'est bon de le répéter parce que ça explique tellement bien. Hein? Deux oiseaux, ça vole. Attache-les ensemble, ils ont 4 ailes, ils peuvent plus voler. C'est ce qui se passe avec l'humain. T'es heureux! Tu te rends compte, t'es heureux! Après 10 ans, t'es tout démoli. Reste ami. Alors, marie-toi si ça peut être économique, marie-toi si c'est bon pour la belle famille, marie-toi si c'est bon pour ta psychologie. C'est correct, marie-toi devant le juge, marie-toi devant le prêtre, ça n'a aucune importance. Quelle que soit la religion, aucune importance. Mais il faut bien penser que c'est pas une fusion de deux entités. Ça l'était dans le passé, ça ne peut plus l'être aujourd'hui. Le mariage se doit d'être une chose intelligente maintenant et non plus une chose conceptuelle, psychologique ou émotive ou théologique. On ne peut plus. C'est comme avoir des enfants. À l'époque, on faisait des enfants émotivement. La femme était tannante, elle faisait un enfant. Ça l'occupait. La femme, elle s'ennuyait, elle avait un enfant, elle pouvait jouer les cheveux, changer les couches, c'est correct. Elle pouvait s'inquiéter, elle avait une raison de vivre. Bon, on mettait des enfants au monde pour ça. 12, 13, 14, 15 à l'appel. On n'a pas, mais maintenant, depuis qu'on a inventé la télévision, il y en a moins. Bon. Mais quand même. Aujourd'hui, tu dois penser avant d'agir. Donc, si tu mets un enfant au monde, c'est que tu permets à une entité améliorative d'avoir un corps dans un cadre particulier et tu devras fournir un tiers de ton cadre. 2 enfants, un quart de ton cadre. Tu n'as pas le choix. L'amitié permet à l'enfant de dire non. À la femme de dire non. Au mari de dire non. C'est ça, l'amitié. À l'instant où tu ne permets pas cela au nom de ton amour ou au nom de la normalité ou au nom de tout ce que tu voudras, tu n'es pas un ami. Tu es un ami énergétiquement, mais tu n'agis pas sous le palier de l'amitié, tu agis sous le palier de l'orgueil de l'homme, de l'amour sélectif, de la raison émotive, théologique ou n'importe quoi.
C'est laisser ton enfant mourir parce que tu refuses qu'on lui transfuse du sang au nom du fait que Jéhovah l'aurait fait naître avec une chapine de sang de plus s'il aurait voulu qu'il y ait une transfusion sanguine. C'est pas de l'amitié. C'est de la stupidité. Et on va dire, oui, mais je parle contre. Je ne parle pas contre, je parle contre l'ignorance de l'homme. La théologie, c'est parfait. Tu transmutes de l'âme de l'un dans le corps de l'autre. C'est un fait. Le sang est hormonalement le messager de l'émotion, donc de l'âme. Sauf que le globule rouge transféré va être détruit dans quelques semaines, si c'est pas dans quelques heures. Donc la personne, elle va recevoir une partie de l'émotivité de l'autre, elle l'aura le supporter pendant un laps de temps. Mais l'être humain est mauditement plus constitué que ce qu'on pense, et c'est pas long que c'est réglé. Alors tu peux dire, j'aimais mon enfant, il est mort, pourquoi? Parce que j'ai pas voulu, tu sais, ah non, une greffe de foie, non. Crème, tu perds bien tes dents, torieux, tu perds bien ta peau, tu perds bien tes cheveux. Puis, tu vas remettre ton corps à Dieu qui est morceau en moins. T'as pas le choix. Tu manges une pomme, cette pomme-là, ce n'est pas toi. C'est donc une greffe d'éléments que tu fais quand tu manges. Oui, tu remplaces le calcium de tes os. C'est quoi? C'est pas une greffe. Tu permets au fer de créer l'hémoglobine et de créer des cellules, les globules rouges, qui vont transporter le sang. C'est quoi? C'est pas une greffe quand tu manges puis quand tu bois. L'eau devient ton sang. Ça vient de l'extérieur. Hein? Surtout que de Montréal, ça vient d'Ottawa. Ça vient de d'autres humains avant. C'est pas une greffe, ça. Elle passe pas par des tubes stériles, elle passe par les égouts de la rivière. Mais c'est une greffe. Tu manges n'importe quel aliment, tu ramasses tout ce qui n'est pas toi, ça devient toi, et un jour, ça ne sera plus toi. Tu passes à travers la matière. Que la matière provienne d'un autre, ou provienne d'un animal, ou provienne d'une plante, ou provienne de l'air. C'est la même chose. C'est pourquoi que je dis que ça devient con d'agir comme ça. Sauf que dans certaines conditions évolutives, c'est intelligent, c'est pourquoi c'est encore permis. Alors, je ne vais pas leur dire. C'est le job. Ils seront jour. L'amitié, c'est d'investir dans l'humain. Alors, en tant que couple, sachez que vous êtes des amis avant d'être un couple. Unis pour toujours. Promesse, là. Commençons par être amis. Commençons par être amis. Et que ça va donc faciliter les choses. On évoque les questions rapidement. Lis-les vite, me répondre vite. Il y a quelqu'un qui a écrit un genre de petite lettre. Je viens au centre depuis votre ouverture et ça m'a permis de m'adapter à la vie. Ah. Conséquentiellement. OK, lis le reste. Okay. Je suis bien et heureux, mais ce soir, j'ai comme une certaine nostalgie en pensant que je ne reverrai plus ce salon qui m'a procuré tant de connaissances. J'aimerais que vous me parliez de l'énergie de ce salon et l'énergie du prochain. Bon, bien brièvement, premièrement, ce qu'il faut faire, c'est que la personne qui a de la nostalgie, c'est qu'elle se fait charrier. L'évolution, l'amélioration, c'est le changement. La condition même de la définition d'amélioration, c'est le changement. Le changement veut dire arracher une peau pour qu'une peau neuve apparaisse. C'est ça le changement. Ce salon ici a été construit en 1983 pour différentes raisons énergétiques et ésotériques. Premièrement, la personne qui l'a conçu, elle savait qu'une ère nouvelle, c'est-à-dire qu'une conscience nouvelle, que quelque chose de neuf naissait au Québec, un langage neuf, un véhicule neuf. Et en même temps, par suffisamment d'anégoïsation, elle a pensé de mettre son argent au service de ceux qui avaient la parole. Je l'ai rencontré à un moment donné, dans le début, elle m'a demandé « Comment tu trouves le salon? » Bah, j'ai dit « Ça fait snob pas mal. » Alors, elle me dit « Ce que je fais, moi, ce qui arrive, c'est que tu as déjà fait des conférences? » Je réponds « Oui, quelques-unes. » Où? Ben, j'ai dit une fois dans un sous-sol d'église, une fois dans un hôtel, une fois dans un gymnase d'école. Il dit « Moi, j'ai suivi des cours, j'ai rencontré des gens qui avaient la parole, qui parlaient. Et continuellement, on était assis à terre, sur des coussins, sur des chaises de bois, dans des places, etc. Alors, je me suis rendu compte que ceux qui avaient la parole n'avaient pas l'argent, puis que ceux qui avaient l'argent avaient souvent pas la parole. Je me suis dit, j'ai bâti ça ici, pour mettre un peu plus de luxe, c'est-à-dire de confort, d'intelligence, disons, pas de... mettre un standard un peu plus élevé à la condition évolutive de l'homme. Est-ce que c'est nécessaire d'être toujours confiné à être dans des sous-sols ou à être dans des endroits mal organisés pour pouvoir apprendre des choses? Alors, ce bonhomme-là, il a dit, j'ai pas énormément d'argent, mais je suis capable de vivre sans ce que j'ai. J'ai mis ça ici pour permettre à ceux qui ont la parole de pouvoir fonctionner. Alors, quel que soit le salon, je trouvais ça brillant.
Alors, j'ai commencé à faire des conférences ici, et rapidement, j'ai découvert qu'effectivement, le salon, ce n'était pas lui qui l'avait décidé. Pas parce qu'il n'était pas suffisamment intelligent pour le décider, mais parce que ce salon était trop intelligent pour avoir été pensé par un humain seul. Le bois de chêne est du bois massif, alors pourquoi il n'a pas pris du plywood? Plaqué. Ça coûte cher en maudit. Sauf que plus une matière est dense, plus elle conserve de l'énergie. Et il y a énormément de personnes qui, par la suite, quand j'ai commencé, il y avait 15-20 personnes dans les conférences. Il y en a qui partaient chaudes, saoules. Il en fallait qu'il reste. Il y en a qui perdaient connaissance, c'est déjà arrivé une fois. Alors, qu'est-ce qui arrive? Il arrive simplement que lorsque l'énergie est conservée par de la matière dense, et c'est le problème qu'on va rencontrer souvent dans des constructions qui ne sont pas correctes, rentrez dans une vieille église, en pierre, et vous verrez ce que je veux dire par conserver de l'énergie. Alors donc, le chêne, c'était impeccable. Le décor était piscéen, c'est-à-dire relié à ce qui servait de base à l'humanité nouvelle, c'est-à-dire à la tradition. Donc, génial, respect au passé. Les tableaux, c'est des ondes de forme. Ça, on va en parler la semaine prochaine de toute façon. Mais les tableaux, alors à un moment donné, on m'a posé la question, pourquoi ces tableaux ici? Je savais pas pourquoi. Alors je l'ai expliqué et je l'ai appris. Moïse, c'est celui qui a fusionné les religions polythéistes en une religion monothéiste. Le bonhomme qui est là-bas et qui est la réplique exacte d'une statue que l'on retrouve à Rome. Eh bien, Moïse, c'est absolument génial. C'est premièrement le père de l'alchimie. C'est un grand alchimiste. Mais disons, sa sœur surtout. Et il a été le premier unificateur de l'évolution de l'homme. Le deuxième, Pythagore, le père de la mathématique. Alors, je crois que sans mathématiques, on aurait des gros problèmes, d'accord? Ce sont les Mayas qui ont inventé le chiffre 0, et ce sont les Arabes qui ont inventé les phénomènes, disons, décimales, rendu décimal avec le 0. Mais Pythagore est le père de la mathématique moderne, sur lequel se base la science, et sur laquelle se basera aussi l'esthétique de l'onde de forme, c'est-à-dire l'humanité nouvelle. Alors, Pythagore a sa raison d'être. Pas spirituellement, mais au niveau de l'onde de forme. Il sous-tend l'humanité, de par son existence. Alors, après ça, on a le Nazaréen. Le Nazaréen qui a été l'instigateur d'un nouveau chemin, l'amour. Et pas l'amour sélectif. T'sais, aimez même vos ennemis. Ça n'a jamais été compris par l'humanité. Il y a beaucoup contribué là-dessus. Mais il tapait ceux qui tripaient pas. Bon. Pas compris grand-chose. Le Nazaréen a donc été celui qui a laissé les plus grandes mémoires d'une transformation. Elle a été colorée par l'humain. N'empêche. Pourquoi je parle du Nazaréen et non pas de Jésus de Nazareth? Pour la simple raison que Nazareth a été baptisé ainsi 300 ans après la disparition du Nazaréen. Et le Nazaréen faisait partie de la secte nazaréenne, affilié à la secte essénienne dont venait Melchisédek, le prêtre qui était l'instigateur de la première guérilla, les Zélotes. Alors, en fin de compte, le Nazaréen, que lorsqu'il parlait des gentils, il parlait évidemment des thérapeutes grecs, des Nazaréens et des Esséniens. Il était donc Nazaréen. Michel de Nostradamus, celui qui a le plus perturbé l'humanité avec ses centuries. Et dans la majorité des cas, ces centuries se sont révélées. Relativement vraies. Le comte de Saint-Germain, qui a vécu dans ce décor. Et même ces fauteuils ici sont des authenticités qui ont été trouvées comment? Comme ça. Bon. Alors comme ça, c'est intéressant. Le comte de Saint-Germain qui a inventé différentes textures de couleurs, qui a inventé presque tout ce que les femmes se servent pour se maquiller. Et évidemment, c'est l'une des grosses industries après l'industrie pharmaceutique sur la planète. Il a révolutionné le monde, il a permis la signature de l'indépendance américaine, il a inventé la locomotive, il a inventé, enfin, on pourrait en parler longtemps sur lui. Il a même inventé la mitraillette et le parachute. Paracelse ici, qui est le père de la chimie moderne, alchimiste à l'époque, père de la chimie contemporaine, c'est-à-dire que c'est le premier qui a placé des choses par écrit. Avec Hermès, aidé un peu par Hermès, mais surtout Paracelse, et père aussi d'une des parties de la médecine. Platon, la philosophie, hein? Je pense qu'il y en a suffisamment d'écoles qui en enseignent, les universités aussi. Platon est l'un des pères de la lignée philosophique qui supporte encore les conditions sociales évolutives aujourd'hui. Salomon, le plus fiefé rusé homme de la planète. Certains disent 400 concubines, d'autres 4000. Enfin, il avait soif. L'un des plus grands rois est le seul qui, selon la théologie, demande, Dieu vient le voir et lui dit, « Hey, bonhomme, tout ce que tu veux, je te le donne. Si tu veux des armées puissantes, je te les donne. » Salomon répond, « Non, j'en veux pas. Veux-tu la richesse? Je te la donne. » Non plus. Pour ça, c'est rendu que Dieu lui donnait ça. Veux-tu le pouvoir? Salomon dit non. Veux-tu des femmes? Salomon dit non. Les mamans, c'est bon. Alors, qu'est-ce que tu veux? Salomon a répondu, je veux un cœur intelligent. Alors Dieu lui répondrait dans les écrits, je te donne ton cœur intelligent, et nécessairement avec ça, tout le reste est donné.
C'est le premier qui a su allier l'idéologie supramentale de l'idéologie émotive, c'est-à-dire d'associer le cartésianisme à l'émotif théologique. On a la science et la religion. Le bonhomme ici a réussi à fusionner les deux bien avant qu'on sache que ça existait. Hermès Trismégiste, père aussi de la médecine, on peut remarquer le quai du C. La médecine contemporaine, la santé. Or, je crois qu'effectivement, ces peintures avaient amenaient une condition énergétique hautement intéressante. En déménageant de l'autre côté, évidemment, la condition ondoformique, l'onde de forme. D'ailleurs, ça commence bien la conférence, c'est attention aux ondes de forme. Il y a des ondes de forme dangereuses qui rendent malades, qui affaiblissent, qui stressent, qui rendent énergétiques, qui guérissent, qui permettent des meilleures relations, etc. Le salon de l'autre côté, énergétiquement, on se lance vers l'avenir. On a commencé, le centre de l'universalité est apparu sur les bases de l'ère piscéenne, et de l'autre côté, ce sera une base de l'ère aquarienne, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'ère du Verseau au niveau astrologique. Ça n'a rien à voir avec, disons, la théologie, mais présentement, notre système solaire pénètre dans un système, disons, planétaire ou, disons, stellaire, qui porte le nom de Verseau. Il est dedans depuis quelques années d'ailleurs. Alors, au niveau de l'onde de forme, de l'autre côté, on va en reparler, mais c'est bien évident que ce sera modernement futuriste. Intéressant. Enfin, vous verrez. Si je nuis à mon partenaire, j'en conclus que je ne peux être son ami. Je ne veux pas être une enclume, mais ai-je le choix? Et parce que je passe mon temps à lui nuire, qu'est-ce que je fais pour moi? Si la personne ne veut pas être une enclume pour son conjoint, nécessairement, elle est un ami. Comprenez bien que le fait d'être un ami n'est pas visible dans l'efficacité de votre démarche. Oh, moi, je suis pas un bon ami, fait 3 fois, je veux l'aider, puis j'y nuis. On dit que l'intention compte, restez là. Faire mieux, c'est intéressant. Mais l'intention énergétique, pas l'intention éducative. C'est important. Alors, la personne, elle ne veut pas être une enclume. Donc, en partant, elle pense qu'écologiquement, ce serait intéressant de ne pas nuire à l'autre. Elle est son amie. Est-ce qu'elle y arrive? C'est une autre question, mais elle est son amie. Devenez. Bon, quand je dis s'arranger pour devenir des amis, il faut bien comprendre ceci. Vous ne pouvez pas devenir des amis, vous l'êtes. Mais arrangez-vous pour vivre vos relations dans la dimension de l'amitié. Et non pas dans la dimension du concept stéréotypé d'appartenance. Vivez en tant qu'amis. Vous avez des amis? Vous entendez bien avec vos amis? Des fois, vous préférez être avec vos amis. C'est parce que le bonhomme ou la bonne femme, c'est mopé, c'est raté. C'est pas un ami. Alors, on doit s'arranger pour vivre en condition d'amis. Les deux. L'idée est stéréotypée, par exemple, que l'homme doit inviter la femme. Si elle est libérée, ben la femme invite l'homme. Il y a plein de concepts qu'on doit abandonner. Vous avez des amis, vous savez comment ils fonctionnent, et je répète que l'important, c'est d'être un ami envers vous-même et d'être un ami envers les autres et de ne pas rechercher d'amis. Vous n'en trouverez pas. Si vous recherchez des amis, vous allez être prêt à donner. Alors, vous allez ramasser des têteux. C'est très important. Ça vous tente de donner, donnez. C'est pas nécessaire de l'empacter. Avec pour... voici l'adresse de retour dûment affranchie pour envoyer le merci. Pas nécessaire. Ceci vient de moi-même. Je te donne cela humblement. Je ne recherche pas de remerciements car je sais que tu apprécieras quand même. Ne m'en parle plus et essaie d'oublier comme je le fais déjà. Travaille là. Non. C'est ce qui arrive souvent avec les couples. Êtes-vous prêt à servir toute votre vie vos amis? Certains y sont confinés parce qu'ils ont été mal programmés. La majorité vont répondre non. Alors vous n'avez pas à servir votre conjoint. Travaillez ensemble, travaillez avec. Ou même restez ensemble, vivez 2 vies différentes, ça ne change rien. Vous vous porterez mieux. Vous portant mieux, vous allez vivre une meilleure relation. S'il y a des enfants, ils seront mieux. À un moment donné, on va revenir sur l'amitié pour parler des problèmes du stéréotype que nous avons. Je vous ai expliqué ce que devait être l'amitié. À un moment donné, il faudra en faire une pour expliquer ce que c'est pas. Alors, être un enclume, enclumé, j'ai expliqué dans une conférence que c'était évolutif pour l'autre. Sauf qu'on a simplement à le traiter en ami et on se rapproche de l'amour intelligent. Laissez libre et respecté. Votre fils a 16 ans, il veut sacrer son camp. Dites-lui bye-bye. Vous le respectez.
Dites-lui non! Vous ne le respectez pas. Vous allez dire non, je lui interdis parce que je l'aime trop pour qu'il parte souffrir. Vous le possédez trop. Vous ne le respectez pas. Votre mari ne veut pas sortir avec vous. Vous allez vouloir le manipuler, le culpabiliser, le traiter de ceci, de cela. Vous ne le respectez pas. C'est l'inverse pour l'autre. Respectez. Agissez comme ceci avec des amis. Et ça marche. Ça marche facilement. Certains vont dire, ouais, mais ça veut dire que moi, tu sais, si j'ai un ami, je reste avec, on paye moitié-moitié la bouffe. Si l'autre travaille pas, ben, il faut qu'il se démerde. Si l'autre ne travaille pas, elle peut rester avec, hein? Là, vous restez avec. Vous avez signé le contrat avant. Voilà. Maintenant, supporter et adapter. Parce que être un ami, ça veut pas dire se libérer de toutes nos contraintes et essayer de s'arranger pour être dans un désert seul où on a juste des esclaves. Je répète que être un ami, c'est investir dans l'humain. Il est intelligent d'aider autrui. Pas pour ce que ça va nous rapporter, mais pour ce que ça rapporte à l'humanité. Et quand l'humanité va bien, ça marche. Une petite feuille, tête de la sève d'une branche d'arbre, qui pluguée sur un arbre, pluguée au sol. Et que ça va bien à tête. Puis là, je dis, pourquoi laisser pour les autres? Pas besoin des autres, moi. À tête. La feuille du voisin, côté elle meurt. À tête, l'autre meurt. À tête, l'autre meurt. Et à un moment donné, il n'y a plus de feuilles avec elle. Et qu'elle ben, l'arbre meurt. L'arbre meurt, la feuille meurt, elle tombe à terre, c'est fini. C'est ça, l'évolution. C'est ce qu'il faut comprendre. La feuille va dire, ouais, non, pas à cause que j'en sauve une que je sauve l'arbre. Non. Commence par une. C'est ça le travail individuel. L'humain travaille collectivement. On est une feuille sur un arbre, la planète. La branche, c'est le continent nord-américain. Le petit rameau qui décolle de la branche, c'est peut-être le Canada ou le Québec. On est des feuilles. L'amitié, c'est la relation, l'accréditation des autres feuilles. Elle est toute pliée, elle veut pas se déplier. C'est sa job de se déplier. Si à un moment donné, elle vient me voir et elle dit, peux-tu m'aider? Là, je peux peut-être l'aider. Mais je ne cours pas après les problèmes des autres. Un ami ne va pas voir si vous avez des problèmes. Un ami ne pose jamais la question « Comment ça va? » Premièrement, il suffit carrément de savoir comment vous allez. Hein? C'est la relation, c'est le contexte politesse. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ben, hein, bon. Hein? Si commence à vous compter ces problèmes, vous allez regretter d'en poser la question. En partant, on s'en parle. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous rencontrez des personnes, puis la personne, si elle a besoin d'aide. Ah, mais moi, je demande jamais, moi! Demande pas, mon petit, puis continue à crever. La journée que tu auras appris à demander, que tu auras suffisamment de respect dans l'homme pour savoir qu'on peut demander, tu auras peut-être une réponse. Il y a beaucoup de couples qui fonctionnent comme ça, n'est-ce pas? Ouais, mais il devrait le savoir! Ouais, mais il devrait le savoir! Moi, je m'organise pour rien savoir. Demande-les. Simple. Ouais, mais il pleut, t'aurais pu me conduire à l'école. T'as bien qu'à me le demander. Oh, faut tout te le demander, toi. Et oui, c'est en plein ça. Je peux pas passer mon temps à checker voir s'il vous manque quelque chose. Parce que vous êtes trop cave, faut le demander quand il vous le demande. Quand il vous le manque. Mais non, demande-les. Si je peux, c'est oui, si je peux pas, c'est non. Simple, vivre en ami. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent en affinité avec quelqu'un sans pouvoir prendre un contact réel avec cette personne? Est-ce que l'affinité ressentie est une illusion? L'affinité ressentie n'est pas une illusion. Le mur qui vous empêche de prendre contact avec est une illusion. Il y a une condition psychologique, éducatrice, sociale, théologique, émotive qui vous empêche de prendre contact. Simple. Alors, il y a soit que vous pensez trop médiocre, soit que vous pensez trop différent, vous avez peur d'un échec, peur d'un refus. Il y a quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas. L'humain peut tout. Sauf quand l'humain pense qu'il ne peut pas, ben là, il peut rien. Ben simple. Il n'y a pas d'illusion dans l'idée. Vous ne pouvez pas penser. Il semble que ça sent bon. Et tout le monde trouve que ça pue. Peut-être que mon nez n'est pas correct. T'sais, toi, tu trouves que ça sent bon, sens-la. Les autres iront sentir ailleurs et ça les regarde. Alors, est-ce que c'est une illusion, l'affinité que j'ai vers quelqu'un? C'est pas une illusion, vous avez une affinité. Elle est vibratoire, elle est émotive, elle est mentale, elle est énergétique, elle est supramentale. Elle vous regarde. Si votre ego n'est pas prêt à la supporter, vous aurez de la difficulté à établir un contact, mais ça vous regarde. C'est vous le problème. Avant le mariage, j'avais non
j'avais vu l'illusion de l'amour. Avant, il était un ami, maintenant il est mon enclume. Il ne peut peut-être encore un ami parce qu'il comble mes désirs émotifs, mais c'est quand même intelligent. Cosmiquement, est-il un ami? Il ne peut pas être un ami. Vous devez être un ami. L'homme doit savoir qu'il ne peut pas rechercher d'amitié autour de lui. Ça ne se commande pas. Nous sommes amis. Vous et moi, nous sommes amis. Sauf que nous pouvons fonctionner sous la relation d'amis, un peu comme un général qui parle au caporal. Il peut lui dire c'est un ordre en tant que général, puis en tant que père, c'est un conseil. Il y a différentes relations. Alors, en tant qu'ami, je te demande de le faire. En tant que boss, je te l'ordonne. Ça dépend à comment on veut fonctionner. Nous sommes des amis. Nous pouvons fonctionner de maître à disciple, ce qui serait tout à fait imbécile. On peut fonctionner d'autorité à connerie, c'est aussi stupide. On peut fonctionner en tant qu'amis. Cela veut dire que si vous venez pour me parler et que je vous dis j'ai pas le temps, ça me tente pas, vous dites parfait, bye bye. On sera amis. Une autre journée, vous venez, ça va me tenter parce que je sais que vous t'êtes pas. Et on marche toujours comme ça. L'autre ici il est devenu un enclume. Pourquoi? Parce que vous l'avez conditionné et vous avez fini par vous posséder mutuellement l'un l'autre. Exorcez-vous, devenez des amis. Ouais, mais comment faire pour que l'autre sache qu'il doit devenir mon ami? Devenez un ami. Simple. Cessez de nuire. J'ai répondu à plusieurs questions dans le début de cette deuxième partie, même si on n'a pas eu le temps de toutes les prononcer. La semaine prochaine, c'est au 210 Crémazie. Il n'y a pas d'ascenseur. L'entrée est sur la rue Crémazie. Il y a du stationnement en masse.